Et si Anastasia n'avait jamais échappé à son destin? Et si personne ne l'avait fait? Pendant près d'un siècle, le sort de la dernière famille impériale russe a alimenté livres, films et procès royaux. Une femme retrouvée dans un canal à Berlin a prétendu être Anastasia, captivant le monde et déclenchant des décennies de batailles judiciaires. Mais la vérité, cachée dans une forêt sibérienne, était bien plus sombre. Des tombes secrètes, des os brûlés, et la science qui, finalement, a mis fin à un siècle de mensonges. Voici l'histoire vraie et brutale de la chute des Romanov. Salut à tous, bienvenue sur Mémoire vivante. L'histoire des Romanov est bien plus qu'un simple conte de fées qui a mal tourné. C'est la saga d'une dynastie de 300 ans qui a transformé une nation médiévale en un empire tentaculaire, avant de s'effondrer dans l'un des cataclysmes politiques les plus violents du XXe siècle. Le mystère d'Anastasia, cette idée romantique qu'une princesse aurait pu survivre au massacre, a longtemps masqué une réalité bien plus complexe et tragique. C'est l'histoire d'un empire au bord du gouffre, d'un tsar incapable de voir les signes avant-coureurs, et d'une révolution qui a tout balayé sur son passage. Dans cette vidéo, nous allons déconstruire le mythe pour révéler la vérité, en suivant le parcours de cette famille, de l'apogée de sa puissance à sa fin sanglante. D'abord, nous explorerons l'ascension d'une dynastie. Comment, sortis du chaos de l'âge des troubles, les Romanov ont pris le pouvoir en 1613, et comment des figures comme Pierre le Grand et Catherine la Grande ont forgé la Russie moderne, un colosse aux pieds d'argile. Ensuite, nous nous pencherons sur le dernier tsar, Nicolas II, un homme dévot et aimant, mais un dirigeant faible et indécis, dont le règne a commencé par une tragédie et a été marqué par une série de décisions désastreuses, de la guerre russo-japonaise à la répression sanglante de 1905. Nous analyserons l'effondrement interne, l'influence néfaste du mystique Raspoutine sur la tsarine Alexandra, l'impopularité croissante de la famille impériale, et l'impact catastrophique de la Première Guerre mondiale, qui a servi de détonateur à la révolution de 1917. Nous revivrons en détail la nuit d'horreur du 17 juillet 1918, l'exécution brutale et chaotique de la famille dans le sous-sol de la maison Ipatiev, et la tentative macabre des bolcheviks de faire disparaître les corps, avec eux, la vérité. Enfin, nous conclurons avec l'âge des imposteurs et la vérité scientifique, nous examinerons le phénomène Anna Anderson, la plus célèbre des fausses Anastasia, et comment, près d'un siècle plus tard, la science de l'ADN a définitivement mis fin au mythe en identifiant les restes de chaque membre de la famille. Restez avec nous pour ce voyage au cœur de la chute de l'Empire russe et de la fin tragique de la dynastie Romanov. L'histoire des Romanov ne commence pas dans la grandeur, mais dans le désespoir. Au début du XVIIe siècle, la Russie est en ruine. C'est l'âge des troubles, une période dévastatrice de chaos politique, de famine, d'invasions étrangères et de révoltes civiles. La dynastie précédente, les Rurikides, qui gouvernaient depuis plus de 700 ans, s'est éteinte après la mort du tsar Fédor Ier, un souverain faible et sans héritier. Dans les années qui suivirent, le trône fut occupé par des imposteurs, des prétendants soutenus par des puissances étrangères comme la Pologne et la Suède, et des boyards, les nobles russes, qui se disputaient violemment le pouvoir. La capitale était en ruine, le peuple russe, épuisé par la guerre et la famine, réclamait l'ordre. C'est dans ce vide de pouvoir que surgit une figure improbable, Mikhaïl Fyodorovitch Romanov. Un garçon timide de 16 ans, vivant dans un monastère avec sa mère. Malgré sa jeunesse et son inexpérience, Mikhaïl possédait un atout de poids, il était le petit-neveu de la première épouse d'Ivan le Terrible, Anastasia Romanovna. Ce lien de sang avec l'ancienne dynastie lui conférait une légitimité. En mars 1613, le Zemski Sobor, une assemblée nationale de nobles, de membres du clergé et de citoyens, le choisit pour devenir le nouveau tsar. Il voyait en lui quelqu'un capable d'unir une nation fracturée sans menacer immédiatement l'élite. D'abord terrifié, il refusa, mais sa mère lui aurait dit « Mieux vaut périr avec le peuple que de laisser le peuple périr sans tsar ». Mikhaïl accepta, et ainsi naquit la dynastie Romanov, qui régnerait sur la Russie pendant 304 ans. Les premiers Romanov peinèrent à consolider le pouvoir, mais à la fin du XVIIe siècle, la monarchie était forte et centralisée. Puis vint Pierre le Grand, l'un des souverains les plus transformateurs de l'histoire. Imposant, colérique et obsédé par la modernisation, il voyagea incognito en Europe pour apprendre les tactiques militaires, la construction navale et l'ingénierie. De retour en Russie, il entraîna le pays dans la modernité, souvent par la force. Il réforma l'armée, bâtit une marine, et fonda une nouvelle capitale tournée vers l'Occident, Saint-Pétersbourg. Sous Pierre, la Russie devint un empire. Puis vint Catherine la Grande,
une princesse allemande qui s'empara du pouvoir en renversant son mari, Pierre III. Brillante et calculatrice, Catherine étendit les frontières de la Russie par la guerre et la diplomatie, et introduisit un âge d'or pour les arts et la littérature. Cependant, son règne resta marqué par le servage et une inégalité croissante, des fissures qui allaient s'élargir au fil des décennies. Au XIXe siècle, l'Empire russe était un colosse, s'étendant de la Pologne au Pacifique. Mais c'était un empire aux contradictions béantes, une richesse immense pour une petite élite, une pauvreté écrasante pour des millions de serfs. Les idées révolutionnaires venues d'Europe se répandaient. L'autocratie, l'orthodoxie et le nationalisme étaient les piliers d'un trône qui semblait de plus en plus anachronique. C'est dans ce contexte que Nicolas II monte sur le trône en 1894. Son règne débute par un présage funeste. Lors des festivités de son couronnement à Moscou en 1896, une bousculade tragique sur le champ de Kodinka entraîne la mort de près de 1400 personnes, piétinées dans la panique. Au lieu d'annuler les célébrations, Nicolas assiste à un bal le soir même, une décision qui choque profondément le peuple et lui vaut le surnom de Nicolas le Sanguinaire. Cet événement symbolise tragiquement son règne. Nicolas était un homme de famille dévoué, profondément religieux, mais un dirigeant faible, indécis et déconnecté des réalités de son peuple. Il était convaincu que son pouvoir lui venait de Dieu et qu'il n'avait de compte à rendre à personne. Cette conviction le rendait aveugle aux changements qui secouaient son empire. En 1904, la Russie entre en guerre contre le Japon, une aventure militaire mal préparée qui se termine par une défaite humiliante. Cette perte de prestige déclenche la révolution de 1905. Le 22 janvier, un jour connu sous le nom de Dimanche sanglant, des manifestants pacifiques marchant vers le palais d'hiver sont abattus par les troupes impériales. Le massacre brise le lien sacré entre le tsar et son peuple. Des grèves, des mutineries et des manifestations éclatent à travers le pays. Pour sauver son trône, Nicolas est contraint de créer à contre-cœur la Douma, un organe parlementaire, mais il la dissout fréquemment, refusant tout partage de son pouvoir autocratique. La réforme était une illusion. Le changement était constamment retardé, et la colère du peuple ne faisait que grandir. Au milieu de cette instabilité, la vie personnelle de Nicolas subissait également des pressions immenses. Sa femme, Alexandra Féodorovna, petite-fille de la reine Victoria, était profondément impopulaire. Née en Allemagne, elle était perçue comme froide, distante et étrangère. Mais sa plus grande angoisse concernait leur fils unique, Alexis, né avec l'hémophilie. Cette maladie incurable, qui empêche le sang de coaguler, menaçait constamment la vie de l'héritier du trône. Désespérée, Alexandra se tourna vers un mystique sibérien controversé, Grigori Raspoutine. Cet homme charismatique et manipulateur prétendait posséder des pouvoirs de guérison et semblait capable d'apaiser les crises d'Alexis. L'influence grandissante de Raspoutine à la cour devint un scandale national. Les rumeurs de débauche, de corruption et de manipulation politique alimentaient la méfiance du public. Pour beaucoup, Raspoutine était le symbole de la décadence et de l'incompétence de la monarchie. C'est dans ce climat délétère que survint la catastrophe ultime, la Première Guerre mondiale. En 1914, la Russie entra en guerre aux côtés de la Grande-Bretagne et de la France. En 1915, Nicolas prit une décision fatale. Il quitta la capitale pour commander personnellement l'armée au front, laissant Alexandra gérer les affaires intérieures, sous l'influence de Raspoutine. Les défaites militaires s'accumulèrent, les soldats étaient envoyés au front sans fusil, les vivres manquaient, et les infrastructures s'effondrèrent. Plus de 1,7 million de soldats russes périrent en 3 ans. En février 1917, l'Empire était au bord du gouffre. À Petrograd, les émeutes de la faim se transformèrent en manifestations massives. L'armée se mutina. La Douma se déclara autorité légitime. La révolution était là. Le 15 mars 1917, sous une pression immense, le tsar Nicolas II abdiqua, mettant fin à 300 ans de règne Romanov. Après l'abdication, Nicolas espérait l'exil, de préférence en Grande-Bretagne, où son cousin, le roi George V, régnait. L'offre fut initialement acceptée, puis retirée par crainte des troubles sociaux. Les Romanov devinrent des prisonniers, transférés de résidence en résidence surveillée, d'abord à Tsarskoïe Selo, puis à Tobolsk en Sibérie, et enfin à Yekaterinbourg, au cœur des montagnes de l'Oural. Leur dernière demeure était une maison de commerçants, la maison Ipatiev, désormais lourdement fortifiée et rebaptisée par les bolcheviks la maison à usage spécial. Là, dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, le commandant local de la police secrète, Yakov Yurovsky, reçut l'ordre de Moscou, éliminer la famille.
Vers 1h30 du matin, il réveilla les Romanov et leurs 4 derniers domestiques dévoués, sous prétexte d'une évacuation imminente. 11 personnes furent conduites dans une petite pièce humide du sous-sol. On leur demanda de s'asseoir pour une photo, pour démentir les rumeurs de fuite. Alors que la famille s'installait, Yurovsky entra avec une escouade d'exécution. Il lut une sentence de mort. Nicolas, stupéfait, n'eut que le temps de murmurer quoi, avant qu'une balle ne le frappe en pleine poitrine. La pièce se transforma en un chaos sanglant. Les tirs étaient désordonnés, la fumée épaisse. Les exécuteurs, souvent ivres, peinaient dans l'espace confiné. Les balles ricanaient sur les murs. À leur grande surprise, les jeunes duchesses ne moururent pas immédiatement. Ignorant des assassins, elles avaient cousu des bijoux, diamants, émeraudes dans leurs corsets, qui agissaient comme des gilets pare-balles. L'horreur s'intensifia. Les gardes utilisèrent leurs baïonnettes. Olga fut poignardée au visage, Maria abattue à bout portant. Anastasia, la plus jeune, aurait survécu le plus longtemps, des témoins affirmant avoir entendu ses gémissements bien après les tirs. La scène fut si barbare que certains gardes s'enfuirent pour vomir. Une fois le massacre terminé, les corps furent déshabillés, transportés dans la forêt, brûlés avec de l'acide sulfurique pour être rendus méconnaissables, et jetés dans une mine abandonnée. Par crainte d'être découvert, Yurovsky sépara les corps d'Alexis et de l'une de ses sœurs, probablement Maria, pour les enterrer ailleurs. Le régime soviétique n'annonça que la mort de Nicolas, prétendant que sa famille était en sécurité. Ce mensonge allait donner naissance à la plus grande énigme royale du XXe siècle. Dans le chaos de l'exil et de la guerre civile, des rumeurs de survivants commencèrent à circuler. Des dizaines d'imposteurs apparurent à travers l'Europe, mais une femme allait captiver l'imagination du monde entier, Anna Anderson. En 1920, elle fut retirée d'un canal à Berlin après une tentative de suicide. Silencieuse et traumatisée, elle finit par prétendre être la grande-duchesse Anastasia. Elle portait des cicatrices, semblait avoir des connaissances intimes de la vie au palais, et présentait des manières étonnamment similaires à celles de la vraie Anastasia. Des sympathisants royaux, des émigrés et même d'anciens domestiques vinrent lui rendre visite. Certains la rejetèrent immédiatement, mais d'autres, comme Gleb Botkin, fils du médecin assassiné de la famille, crurent fermement en elle. Commence alors l'un des procès d'identité les plus longs et les plus bizarres de l'histoire. De 1938 à 1970, les tribunaux allemands se penchèrent sur la question. Des experts en graphologie, des analystes faciaux et des membres survivants de la famille Romanov furent appelés à témoigner. L'affaire devint une obsession internationale, immortalisée dans des pièces, des romans et des films. Anna Anderson vécut le reste de sa vie aux États-Unis, n'abandonnant jamais sa prétention. Elle mourut en 1984. Mais la vérité, comme souvent, attendait la science. 10 ans après sa mort, en 1994, un échantillon de tissu prélevé lors d'une procédure médicale fut analysé grâce à l'ADN mitochondrial. Les résultats furent concluants, Anna Anderson n'était pas Anastasia. Elle était en réalité Franziska Szankowska, une ouvrière polonaise avec des antécédents documentés de troubles mentaux. Le mythe semblait s'effondrer. Puis, en 2007, une seconde sépulture fut découverte à seulement 70 mètres de la première. Elle contenait les restes calcinés et fragmentés d'un garçon et d'une jeune femme. De nouveaux tests ADN, cette fois nucléaires et mitochondriaux, furent effectués. La correspondance était parfaite. Le garçon était bien Alexis, et la fille, très probablement Maria. Le dernier morceau du puzzle était en place. L'histoire n'avait pas de fin heureuse. Pas de sauvetage secret, pas de princesse cachée. Juste la confirmation d'une tragédie, jusqu'au dernier os. La saga des Romanov est une fresque monumentale de pouvoir, de foi, de décadence et de chute. Elle nous rappelle comment une dynastie de 300 ans, qui a bâti un empire, a pu être anéantie par une combinaison d'autocratie rigide, de déconnexion sociale et de l'ouragan de l'histoire. Le mythe d'Anastasia a prospéré pendant près d'un siècle, non seulement à cause du mensonge soviétique, mais parce que le monde avait besoin de croire en un miracle. Il était plus facile de s'accrocher au conte de fées d'une princesse survivante que d'affronter la réalité brutale et insensée du massacre d'une famille entière, y compris 5 enfants. La grande transformation de cette histoire est donc celle d'un mythe romantique en une vérité scientifique implacable. Les décennies de procès, de livres et de films basés sur l'espoir ont finalement cédé la place aux faits froids et irréfutables de l'analyse ADN. Aujourd'hui, l'histoire des Romanov n'est plus une énigme à résoudre, mais une tragédie à méditer. Elle nous interroge sur la nature du pouvoir,
sur l'aveuglement des élites face à la colère du peuple et sur la manière dont les mythes, même les plus beaux, finissent par se briser contre le mur de la réalité. C'est l'histoire de la fin d'un monde, une fin qui n'a laissé aucune place à la magie, seulement aux leçons douloureuses de l'histoire. Que pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous que l'Église orthodoxe russe devrait enfin accepter les preuves scientifiques et reconnaître les restes de Maria et Alexis? Le mythe d'Anastasia, même faux, a-t-il eu une importance culturelle positive? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre opinion nous intéresse. L'histoire des Romanov est l'une des plus fascinantes et des plus tragiques du XXe siècle. Pour ne manquer aucune de nos prochaines plongées dans les grands récits de l'histoire, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de continuer à explorer ensemble les secrets du passé. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle page d'histoire.